Bonjour à tous les nostalgiques du Parti Socialiste, cet épisode de Whipwatch devrait vous rappeler de bons souvenirs, et d'ailleurs, cette vidéo vous est dédiée. Ok, vous êtes plus très nombreux, mais on peut quand même vous chouchouter. Aujourd'hui, nous allons parler d'une série politique que j'ai adorée, et pourtant c'est une création française. Cette série, c'est Baron Noir. Je ne vous en parle pas uniquement parce que je l'ai aimée. Encore que. Si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est parce qu'elle a su anticiper de manière extrêmement intelligente de nombreux bouleversements de notre vie politique nationale, et parce qu'elle met en scène de manière terriblement jouissive un moment fort douloureux pour son personnage principal, et pour pas mal de monde d'ailleurs, l'effondrement de l'ancien monde. Bienvenue sur Whip, la chaîne du jeu politique. On arrête tout. Cette vidéo contient de nombreux spoilers sur l'intrigue, donc si vous comptez regarder cette série, arrêtez tout de suite. Juste en dessous de moi, il y a un bouton enregistrer pour que vous puissiez mettre de côté cette vidéo et la regarder plus tard. Si vous continuez, c'est soit que vous avez déjà regardé la série, soit qu'elle vous intéresse mais que les révélations ne vous dérangent pas trop. Dans tous les cas, vous êtes prévenus. Ceci est un message de prévention du ministère de la Culture. Baron Noir est une série originale de Canal+, qui compte 3 saisons depuis 2016, et la dernière est d'ailleurs sortie en février 2020. Et contrairement à beaucoup de séries, chaque saison est toujours meilleure que la précédente. Oui, qu'on soit d'accord, j'ai renoncé à toute objectivité. Les téléspectateurs y suivent le quotidien mouvementé de Philippe Rickwart, député-maire socialiste fictif de Dunkerque. La série commence sur une trahison, celle de son meilleur ami, Francis Logier, qui n'est autre que le président de la République française. Le genre de personne avec qui il vaut mieux éviter de se fâcher, même quand on a raison. Comprenez bien une chose, Madame Pulvar, il n'y a pas d'amitié en politique. Le troisième personnage principal est une femme, Amélie Doran-II, à l'origine conseillère du président, et surtout véritable incarnation de la gauche caviar parisienne. L'histoire est centrée autour de Rickwart, son pouvoir de nuisance et son goût pour la manipulation. Le type est absolument brillant et fait de la politique à peu près autant avec son cerveau qu'avec ses tripes. La série dévoile les coulisses de cette pièce de théâtre qu'est la politique française, où le protagoniste prend un plaisir fou à jouer les marionnettistes avec tous ceux qui l'entourent, dans le seul but de plomber le quinquennat de Logier. Puis moi, tu sais, au fond, je suis un mec fragile. Et si je suis pas rassuré, je vais faire des bêtises, Francis. Le point de départ est donc rigoureusement le même que celui de la saison 1 de House of Cards, mais on s'en détache au fur et à mesure. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal. On voit aussi évoluer les proches de Rickwart, que ce soit sa famille en morceaux, son équipe parlementaire dévouée, les militants ou même ses collègues. Pour compléter le tableau, rajoutez une galerie de personnages représentant les leaders des principaux mouvements politiques et des différents courants propres à la gauche. Ceux qui ne le savaient pas déjà découvrent que les rancœurs les plus tenaces et les pires crasses se font beaucoup plus entre politiques d'un même camp que contre les adversaires. Cet enculé il nous balade et nous on reste là à se faire défoncer comme des petites salopes qui en demandent. Qui c'est l'enculé? C'est qui les petites salopes que je saisis bien la portée de la conversation là? Baron Noir met surtout l'accent sur la noirceur de la politique et de ses personnages. Elle montre surtout l'aspect compétitif de la politique, l'affrontement, la violence des coups tordus, l'ego et la recherche de la victoire personnelle. C'est mon heure à moi. Mais va bien te faire foutre! On part pas à la guerre sans s'assurer qu'on a... On a 80 députés et une grosse bite. La mienne. Magnifique. C'est amplement suffisant pour partir à la guerre. Je te tuerai. C'est une série jubilatoire qui permet d'en savoir plus sur le fonctionnement des institutions françaises, même si certaines incohérences feront tiquer les puristes, mais surtout, elle nous plonge dans la nature humaine. Et quelle nature humaine? Celle des personnes qui évoluent dans le milieu politique. La série se veut sombre comme House of Cards, mais en nettement moins caricaturale, ce qui la classe plutôt du côté des séries réalistes, comme la cultissime série danoise Borgen. Réaliste, le mot est lancé. Ne vous y trompez pas, Baron Noir est bel et bien une fiction, mais avec de vrais morceaux de politique dedans. Du côté des scénaristes, Eric Benzekri est un ancien proche de Julien Drey, assurant une certaine vraisemblance à l'ensemble. Le surnom de Baron Noir, auparavant donné à Drey, n'est pas le seul emprunt à notre politique nationale. Les partis politiques de la série ont leur vrai nom. Ce sont bien le Parti Socialiste et les Républicains qui s'affrontent au début, avec la montée du Front National en toile de fond. L'action est située dans les années 2010 en France, dans des villes qui sont vraiment les nôtres. Les références et les grands noms de la politique, les grands discours, ce sont les nôtres également. Et certains journalistes vont même jusqu'à jouer leur propre rôle. Autant d'éléments qui ne cachent rien et viennent au contraire rendre la frontière plus floue entre fiction et réalité. De là à croire que notre politique c'est vraiment ce qu'on voit dans la série, il n'y a qu'un pas. Si j'ai appelé cette vidéo la fin de l'ancien monde, ce n'est pas tout à fait par hasard, ça aurait pu, mais là non. Première raison, la série prenant place en France à notre époque, elle présente de façon assez subtile le changement de recrutement du personnel politique.
avec la disparition des élus locaux de la scène nationale, l'effritement du militantisme et l'avènement de gouvernements de technocrates. Ne vous inquiétez pas, on va détailler tout ça. Ensuite, deuxième raison à ce titre, et là on est surtout sur la saison 2 de la série, le bouleversement électoral que nous avons connu en plaçant à la tête du pays un dirigeant ne se revendiquant d'aucun des deux partis qui se sont partagés le pouvoir depuis le début de la 5ème République. Et enfin, en troisième saison, la recomposition politique qui suit ce dynamitage en règle et les conséquences possibles pour nos institutions vieillissantes, jusqu'aux remises en cause complètes de notre démocratie représentative. Je le disais donc, dans l'ancien monde, la politique était le fait de militants, d'élus locaux. Et il était incarné par une figure que l'on voit évoluer au début de la saison 1 de Baron Noir et qui a disparu depuis, y compris dans la réalité, le député-maire. Et pas n'importe lequel, un député-maire socialiste du Nord dont la fédération a longtemps été l'une des plus puissantes du Parti socialiste. Une fédération passée de 10 000 adhérents en 2012 à 2500 en 2018. Chiffre à prendre avec des pincettes. La saison 1 suit les allers-retours du personnage principal entre Solferino, le siège historique du PS, l'Assemblée nationale puisqu'il est député, et la mairie de Dunkerque dans le Nord. Tous ces moments en transit, les coups de fil passés dans la voiture, les allers-retours Paris-Province permettent de vivre au rythme de chaque élu national ayant un ancrage territorial. L'histoire se concentre assez rapidement autour de la tension politique et amoureuse entre deux personnages, Philippe Rigvart, le fils d'ouvrier, et Amélie Dorandeux, l'énarque issue d'un milieu bourgeois et passé par la Commission européenne. En France, il existe traditionnellement deux parcours types pour les professionnels de la politique, et je vous le donne en mille, chacun des personnages en est l'incarnation parfaite. Rigvart est le militant, celui qui effectue un parcours politique par le bas en travaillant sur le terrain. C'est le parcours classique de celui qui prend sa carte au sein d'un parti, intègre sa fédération locale, va tracter sur les marchés et coller des affiches. Avec de la chance, cette personne se fait repérer par son parti, obtient une investiture sur son territoire et se fait élire dans son fief. C'est une carrière de longue haleine qui demande du travail, beaucoup d'abnégation et de persévérance, et surtout beaucoup de sacrifices. C'est ce qui fait que pendant longtemps, les élus ont surtout été des hommes et des vieux. Ça prenait du temps de grimper tous les échelons, et une fois que vous aviez un siège, vous ne le quittiez plus. Dorandeux, à l'inverse, fait son parcours politique par le haut, c'est la technocrate. Après un parcours scolaire du type Sciences Po Paris ENA, la personne concernée par ce parcours commence sa carrière en mairie, en institution nationale, européenne ou même directement cabinet ministériel. Ensuite, elle envisage de se faire élire, souvent par parachutage. Parenthèse jargon, le parachutage, c'est être envoyé par le haut pour arriver en bas, pour être élu dans un territoire auquel, en général, vous ne connaissez rien. Tu sais qui c'est, elle? C'est tout ce que tu es censé combattre. Énarque, libérale, ancienne fonctionnaire de Bruxelles. Ce sont deux types d'apparatchiks, deux personnes qui ne font leur carrière qu'en politique, souvent grâce aux ressources qui leur sont conférées par le parti. Et l'un de ces deux modèles va prendre le pas sur l'autre, comme dans la réalité. À la fin de la saison 1, Philippe Rigvart, l'élu local, finit en prison pour une sombre affaire de détournement de fonds publics, et Amélie Dorandeux, la technocrate, est candidate à l'élection présidentielle. L'un doit se faire petit pour rester dans l'ombre, quand l'autre effectue la trajectoire inverse pour prendre la lumière. Baron Noir adopte un cadrage qui n'est pas tout à fait neutre. En faisant tremper l'élu local dans un scandale financier révélant des années de clientélisme, les scénaristes nous font mieux accepter le remplacement qui a lieu à la tête de l'État. Les magouilles dont le personnage est coupable semblent justifier l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération de politiques qui, bien que cyniques et déconnectés des réalités, ont encore les mains relativement propres. Au fur et à mesure des saisons, on note en parallèle une disparition progressive du militantisme traditionnel. Au collage d'affiches du Parti Socialiste en saison 1 succède la récolte de signatures pour une pétition en saison 2, avec une saison 3 beaucoup plus marquée par l'engagement de communautés sur le net et l'achat de bots pour pourrir ses adversaires. En 3 temps, on passe donc du militant attaché à son parti, qui paye sa cotisation et qui passe ses soirées à la permanence, au militant occasionnel pour qui l'implication se résume à quelques tweets bien sentis, en passant évidemment par les tentatives de déstabilisation de la Russie. Toute ressemblance avec des faits réels serait naturellement fortuite. Comme si, au fur et à mesure et aujourd'hui, la politique n'était plus une affaire de cœur, de tripes, mais bien quelque chose de beaucoup plus cynique et désincarné. La fin de l'Ancien Monde, c'est aussi ce à quoi nous assistons avec la saison 2 qui a été écrite avant l'élection d'Emmanuel Macron et qui pourtant décrivait déjà très bien l'ascension d'une candidate, ex-socialiste, qui par son positionnement très centriste et au-dessus des partis, dynamite complètement le paysage politique français. On assiste à la fin du clivage gauche-droite remplacé par un affrontement entre deux partis attrape-tout. L'un qui ratisse très large au centre, l'autre à l'extrême droite, avec en bonus une frange de l'extrême gauche en embuscade, puisque je vous ai dit que toute ressemblance était purement fortuite. Mais alors, c'est quoi les partis attrape-tout? Pour l'expliquer, je dois d'abord faire un petit détour par les deux anciennes formes de partis politiques. Nous avons d'abord eu les partis de cadres. Au XIXe siècle, il s'agissait du regroupement d'hommes politiques relativement indépendants les uns des autres, qui étaient tous élus localement grâce à leurs ressources propres. C'est ceux que traditionnellement on appelle les notables. Et comme à plusieurs, c'est plus facile de prendre le pouvoir un peu partout sur le territoire, tous ces hommes politiques indépendants se sont regroupés. Après, il y a eu les partis de masse qui n'apparaissent qu'à la fin du XIXe siècle avec les partis ouvriers qui, comme leur nom l'indique, organisent et mobilisent la classe ouvrière.
Leurs caractéristiques: un très grand nombre d'adhérents qui payent une cotisation, l'existence d'une bureaucratie avec les permanents du parti, une grande importance accordée aux débats en interne et au congrès, comme on le voit avec le Parti socialiste dans la série Baron Noir. Le parti est alors une grande aventure collective qui suscite l'espoir de ses membres. Il cherche à conquérir le pouvoir pour l'intérêt de la classe qui le porte, il y a un vrai projet idéologique. Mais en toute logique, ces partis ont commencé à décliner du fait de la disparition de la classe ouvrière tout au long du XXe siècle. Dans la série, on est aux premières loges pour assister à la disparition de la gauche qui abandonne la lutte des classes, son identité d'origine. En saison 1, Philippe Rickwart prend la défense des ouvriers sur les chantiers navals et mobilise des étudiants lors de manifestations. Ils font encore partie des principaux électorats de la gauche. Je dis à la jeunesse, soyez la gauche. Venez au Parti socialiste. Irriguez le Parti socialiste de vos espoirs, de votre esprit de combat, et changez-le enfin de l'intérieur. Mais dès la saison 2, les camarades socialistes se divisent et se cassent les dents sur la question du communautarisme, encouragé par certains dans les banlieues et vivement combattu par d'autres qui sont alors accusés de collusion avec l'extrême droite. Et en saison 3, le PS n'a plus aucune colonne vertébrale idéologique et doit subir la fuite de ses élus vers le parti au pouvoir ou vers l'extrême gauche révolutionnaire. De l'autre côté de l'échiquier politique, ça se passe pas vraiment mieux, la droite républicaine étant en permanence tentée par le rapprochement avec l'extrême droite, tant du point de vue des élus que des électeurs. Bon, je vais arrêter là toute ressemblance avec Bref, pour en revenir avec notre courte histoire des partis. À partir des années 60-70, on a l'évolution vers des partis attrape-tout, qui ont une organisation beaucoup moins structurée, une centralisation du pouvoir entre les mains du leader ou de son entourage, et une importance moindre accordée à la doctrine. Ce sont des partis qui, par ces caractéristiques, parviennent à séduire autant à droite qu'à gauche, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et enfin, ces partis donnent un rôle beaucoup plus faible aux militants et remplacent le poids des cotisations par celui des financements publics. Le vote est alors beaucoup moins guidé par l'idéologie, c'est plus un soutien à un candidat ou à un chef de parti. Et cette analyse, évidemment, fonctionne très bien pour les deux candidats qui se sont retrouvés au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017. Virage à gauche, virage à droite, on va monter très haut comme ça. Cette montée en puissance de mouvements politiques ou formations protestataires qui rejettent l'étiquette de parti, c'est le résultat d'une défiance envers les partis de gouvernement qui se sont donné le pouvoir sans jamais régler les problèmes des Français. Putain, cette analyse politique digne d'un éditorialiste de BFM. Et c'est là tout l'objet de la saison 3 qui nous plonge au cœur d'une organisation qui a tout de la France insoumise, pour ensuite s'intéresser à un autre mouvement citoyen, spontané cette fois-ci, organisé autour de la défense du tirage au sort motivé par un rejet des élites. Parce qu'il faut une fin à tout, y compris à nos vidéos, l'arrivée du nouveau monde, dans la fiction comme dans la réalité, passe aussi par une remise en cause complète de notre système, la démocratie représentative. Cela passe par le dégagisme des personnalités publiques et aussi par la destruction méthodique des grands symboles qui ont fait l'ancien monde. Dans la saison 3, la présidente de la République, cornérisée par l'union des centristes d'un côté et par l'extrême gauche de l'autre, décide de changer les règles du jeu en vue de l'élection présidentielle qui approche. Elle propose alors de revenir sur quelque chose qui nous est désormais acquis, l'élection du président de la République au suffrage universel direct, comme nous l'appliquons depuis 1962. Ce mode de désignation de l'exécutif, voulu par le général de Gaulle et taillé sur mesure pour lui, a progressivement transformé notre régime en monarchie républicaine. Le président de la République est comme un nouveau roi, sauf que cette fois-ci, c'est nous qui le mettons au pouvoir, et au lieu de lui couper la tête, on le dégage aux élections suivantes. Faire élire le président par l'ensemble des Français en âge de voter a créé une personnalisation à outrance des enjeux. Les programmes et la cohérence idéologique, évidemment, sont passés au second plan. La faute à des candidats qui ne maîtrisent plus leur ego, des médias qui ne savent plus quoi faire pour vendre des contenus, et des citoyens flemmards qui se comportent parfois comme des consommateurs. En bref, cette élection rend tout le monde complètement fou. Baron Noir, en 3 saisons, nous montre donc 3 élections présidentielles, puisque c'est le moment fort de notre vie politique nationale. Même si, dans ce cadre-là, c'est pour mieux en dénoncer l'absurdité. Et s'il y a autant d'élections dans une série qui s'étale sur si peu de temps, c'est parce qu'à chaque fois, le ou la chef de l'exécutif se voit empêché de terminer son mandat. Comme une métaphore de nos propres présidents qui, au bout d'un moment, semblent lâcher l'affaire. La série va encore plus loin concernant l'élection présidentielle de la saison 3 qui se termine en apothéose, en présentant contre la présidente un candidat qui s'est fait connaître par YouTube. Mais pas par des gags et de l'humour à la Coluche. Les scénaristes n'ont pas voulu refaire le match de 1981, mais ont préféré une option beaucoup plus effrayante en anticipant la montée irrésistible d'un candidat anti-système, complotiste, ne respectant ni les règles du jeu politique, ni celles de la bienséance. Un candidat prêt à tout, ne condamnant aucune violence contre les élus, qui ne respecte pas sa parole, n'est fidèle à aucune alliance et ne fait confiance à personne. Un homme ayant la haine et regroupant autour de lui une communauté qui veut en finir avec les politiques. Se revendiquant d'un mouvement citoyen sans organisation centralisée, que l'on peut facilement comparer aux Gilets jaunes,
jaune, il souhaite mettre fin au système des élections et donc à la démocratie représentative en instaurant la désignation des gouvernants par tirage au sort et donc revenant à une démocratie directe. Une démocratie sans intermédiaire, sans professionnels pour gouverner, une démocratie qui n'a cependant aucune vision d'ensemble au-delà de sa détestation des élites et qui ne propose aucun projet commun pour organiser le vivre ensemble. Une démocratie qui se dit par et pour le peuple mais où le pouvoir n'a aucune limite et n'est encadré par aucune règle. Baron Noir, c'est une série qui se regarde au final avec beaucoup d'excitation, mais aussi beaucoup de nostalgie. Car au-delà du divertissement, elle est une lettre d'amour à l'ancien monde qui disparaît progressivement avec ses coups de billard à 3 bandes, ses secrets, son mauvais esprit, mais qui emporte aussi avec lui son goût de la bonne formule, le respect des codes et des règles qui font que nous parvenons à vivre en société, et quelques espoirs déçus, évidemment. Et si l'ancien monde, c'était pas tout simplement l'autre nom pour parler de ce qui nous anime tant, la politique. Que vous soyez de l'ancien ou du nouveau monde, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la commenter, la liker. On compte sur vous pour nous suggérer des séries ou des films, qu'ils soient politiques ou non, pour les prochains épisodes de Whipwatch. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Facebook, Instagram, Discord, sur Tipeee également. En fait, sur à peu près tous les réseaux sociaux, que vous ayez envie de parler de Baron Noir ou de politique plus généralement. Merci à tous, bon confinement et à très bientôt sur Whip.